Si on imagine un instant un avocat vraiment impitoyable, on visualise tout de suite son quotidien, quoi. Ouais, le cliché classique du tribunal. Voilà, c'est ça. Son métier, c'est littéralement de coincer des témoins, de détruire les arguments adverses et de gagner à tout prix dans cette espèce d'arène ultra compétitive. Absolument. Et pourtant, pour notre analyse détaillée d'aujourd'hui, on plonge dans la philosophie d'un de ces avocats redoutables. Il s'appelle Jefferson Fischer. Un avocat plaidant, oui, très connu pour ça. C'est ça. On se base sur une vidéo hyper fascinante de la chaîne YouTube Mehmed Enterprise qui résume en fait le livre de Fischer. Le livre s'appelle The Next Conversation, Argue Less, Talk More. Donc, discuter moins, parler plus, en gros. Exactement. Et le paradoxe absolu, et c'est ça qui est dingue, c'est que cet homme, dont la profession est littéralement de gagner des disputes, il affirme que la meilleure arme dans un conflit, c'est pas une attaque verbale. Non, c'est pas le grand discours à la télé. Non, Voilà. c'est pas l'argument irréfutable non plus. Sa plus grande arme, figure-toi, c'est le silence et la volonté de comprendre. C'est vraiment un renversement de perspective assez spectaculaire quand on y pense. Ah ouais, carrément. Et je crois que la raison pour laquelle ça nous interpelle autant, c'est que on a tous en tête des souvenirs de disputes qui dégénèrent. Oh que oui, on a tous le t-shirt. Voilà, que ce soit au boulot, en famille, avec des amis, le scénario, il est souvent le même. Même quand on arrive à avoir le dernier mot, tu sais, même quand on a techniquement gagné le débat. Ouais, la fameuse victoire amère. C'est ça. Le sentiment qui prédomine après, c'est jamais la joie. Il reste généralement une sensation d'oppression, un poids sur la poitrine. Ouais, on se sent vidé en fait. Et surtout, on a une relation qui a été subtilement endommagée. Et c'est là que Fischer met le doigt sur une vérité psychologique énorme qu'on ignore souvent. Laquelle ? Gagner une dispute sur le moment, ça équivaut, dans l'immense majorité des cas, à perdre sur le long terme. C'est hyper douloureux à admettre, mais c'est tellement vrai. Et c'est précisément la mission de cette exploration approfondie aujourd'hui. On veut comprendre comment mettre notre ego de côté, Qui prend beaucoup de place. grave, et comment utiliser des stratégies complètement contre-intuitives pour désamorcer les situations les plus explosives. Et on en vit tous les jours des situations comme ça. Exactement. D'ailleurs, pour rendre tout ça bien concret, gardons en tête un scénario que, je suis sûr, tous les auditeurs connaissent. La fameuse dispute du vendredi après-midi. Oh, le classique. Sur un budget marketing avec un collègue, tu vois. Tout le monde est fatigué, on discute d'une pauvre ligne sur un fichier Excel, et d'un coup, bam, le ton monte de manière totalement disproportionnée. Ouais, c'est l'étincelle. Voilà. Mais avant même d'apprendre à calmer cette situation, il faut qu'on comprenne le point de départ. Qu'est-ce qui se passe sous le capot dans notre biologie pour qu'un simple fichier Excel déclenche une guerre mondiale? Alors là, pour comprendre cette escalade, il faut vraiment regarder du côté de la biologie de l'évolution et des neurosciences. D'accord, carrément les neurosciences. Ah oui, c'est biologique. Quand une divergence d'opinion survient, par exemple sur ce fameux budget Excel, le cerveau, il n'analyse pas ça comme un simple débat intellectuel. Ah bon? Il voit ça comment alors? Notre amygdale, qui est le centre de détection des menaces dans le cerveau, elle entre immédiatement en action. Et voici le point vraiment crucial. Oui? L'amygdale, c'est une structure très primitive. Elle fait absolument aucune différence entre une menace physique réelle, comme, un prédateur dans la savane, et une attaque verbale. Attends. C'est là que ça devient vraiment intéressant, mais c'est aussi un peu dur à avaler là. Je sais, ça paraît fou. Mon cerveau, il réagit vraiment de la même manière face à mon collègue Jean-Marc qui critique mon tableau croisé dynamique que face à un ours qui s'apprête à me dévorer. Biologiquement parlant, oui, à 100%. Mais c'est une erreur de conception totale de notre biologie, ça. C'est une relique de notre passé évolutif, en fait. Nos ancêtres survivaient en groupe. Être rejeté par la tribu ou perdre son statut social, ça signifiait une mort presque certaine. Ah oui, t'étais tout seul dans la forêt et c'était fini, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, nos opinions, notre identité professionnelle, elles sont profondément liées à ce sentiment de sécurité au sein du groupe. D'accord, je vois. Donc quand ce collègue critique le budget, ton amygdale, elle tire la sonnette d'alarme globale. Le système nerveux sympathique prend le relais. C'est là qu'on commence à avoir chaud, non? Voilà. L'adrénaline et le cortisol inondent ton sang, ton rythme cardiaque s'accélère, et le truc de fou, c'est que le sang quitte littéralement le cortex préfrontal. La partie intelligente du cerveau. C'est ça, la zone de la pensée logique. Le sang la quitte pour affluer vers les muscles. En gros, tu te prépares physiquement au combat. Le collègue, c'est plus un collaborateur, c'est un ennemi mortel. Alors, décomposons tout ça parce que, ça explique tellement de choses, hein. Ça explique pourquoi, dans ces moments-là, on a l'impression d'avoir des œillères.
Totalement. Une vision tunnel. On est littéralement incapable d'entendre la logique de l'autre, parce que notre cerveau rationnel vient d'être mis hors tension pour donner de l'énergie à nos biceps, en fait. C'est exactement ça. Et c'est la raison pour laquelle toute communication productive devient, à ce moment précis, physiquement impossible. Ouais, on parle à un mur. Enfin, à un animal effrayé. Voilà. Ce qui nous amène au changement de paradigme fondamental proposé par l'auteur, par Fisher. Ok, dis-moi tout. Puisque notre biologie nous pousse à attaquer, il faut modifier l'objectif même de la discussion. Habituellement, quand on se dispute, le but implicite, c'est de gagner. Bah oui, d'avoir raison. On tire sur la corde, on veut prouver qu'on a raison. Mais plus tu tires de ton côté, plus l'adversaire sent la résistance et tire fort du sien. Bah logique, action-réaction. Exactement. Donc, pour briser cette dynamique, il faut changer de but de manière radicale. On ne parle plus pour gagner, on parle pour comprendre. Bon, parler pour comprendre, c'est magnifique sur le papier, hein. C'est poétique. Je sens le mais arriver. Bah ouais. Revenons à notre collègue du vendredi après-midi. Il vient de me dire d'un ton super méprisant que mes chiffres n'ont aucun sens. Mon adrénaline est au plafond, je suis prêt à mordre. Ouais. C'est là qu'intervient la technique la plus redoutable de l'avocat, ce qu'il appelle la pause stratégique, ou la règle des 5 secondes. 5 secondes. Ouais. Face à cette critique blessante, la consigne elle est simple en apparence, mais incroyablement difficile à appliquer en vrai. Il faut se taire. Juste fermer sa bouche. Littéralement. Laisser passer un silence total d'au moins 5 secondes. Et attention, c'est pas un silence de soumission ou de bouderie. C'est un silence purement tactique. Tactique comment? Ça agit sur 2 fronts. Premièrement, sur ta propre biologie. Ces 5 secondes, elles donnent le temps à ton rythme cardiaque de ralentir un tout petit peu et à ton fameux cortex préfrontal de récupérer un peu de sang. Ah, c'est un peu comme un ordinateur qui plante en fait. On a tous ce réflexe absurde quand l'écran se fige de frapper frénétiquement sur le clavier. Oui, ou de cliquer 50 fois sur la souris. C'est ça. Et ça fait quoi au final? Ça surcharge le processeur et la machine gèle encore plus. Voilà. Et parler sous le coup de la colère, balancer direct un argument à notre collègue, c'est exactement comme frapper sur ce clavier planté. On fait que bugger la machine. C'est une métaphore parfaite. Donc si je file la métaphore, cette pause tactique d'à 5 secondes, c'est l'équivalent de retirer physiquement nos mains du clavier. Oui, on arrête d'envoyer des commandes. On arrête de solliciter la machine et on appuie juste calmement sur le bouton actualiser de notre cerveau pour le laisser redémarrer correctement. C'est exactement ça. Et le deuxième effet de ce bouton actualiser, il se produit chez la personne en face, chez ton collègue. Ah, il se passe quoi pour lui? Quand il lance sa pique agressive, inconsciemment, il s'attend à une riposte. Il a même déjà préparé son prochain argument en anticipant ta défense. Oui, il est dans les starting blocks. En restant silencieux, tu fais disparaître sa résistance. Il se retrouve à tirer toutes ses forces sur une corde lâche. Oh, j'adore cette image. Il tombe à la renverse, quoi. Exactement. Ce vide soudain, ça crée un malaise psychologique hyper profond chez l'agresseur. Il n'entend plus que l'écho de sa propre agressivité dans le silence de la pièce. C'est vrai qu'il y a le silence d'un coup, ça rend le truc hyper gênant. Et du coup, il perd totalement le contrôle du rythme de l'échange. Le silence, dans ce contexte, ça devient donc une manière de reprendre le contrôle, sans même dire un mot. C'est la puissance de cette méthode. Mais bon, le silence, ça peut pas durer éternellement non plus. La tension a baissé un peu, mon cortex préfrontal est de retour en ligne, l'ordi a redémarré. Oui, il va falloir parler. Vient le moment fatidique où il faut rouvrir la bouche. Comment on fait pour éviter de réveiller l'amygdale de l'autre personne instantanément? C'est là que l'expertise linguistique de Fisher est géniale. Il met en garde contre un mot extrêmement toxique qu'on utilise tous de manière automatique. Lequel? Le mot « pourquoi ». Pourquoi? Oui, Dans notre scénario, si tu réponds « Pourquoi dis-tu que mes chiffres n'ont aucun sens ?» ou « Pourquoi tu réagis comme ça ?» tu déclenches une bombe à retardement, gars. oh que oui. Mais j'ai toujours cru que c'était une preuve d'intérêt, moi. Une façon de, d'inviter l'autre à s'expliquer. L'intention est bonne, c'est sûr. Mais le mécanisme de réception, il est désastreux. Psychologiquement parlant, le mot « pourquoi » il place tout de suite l'autre personne sur le banc des accusés. Ah, comme au tribunal, justement. Exactement. Fisher explique que ça réveille des schémas neuronaux hyper anciens qui sont ancrés dans notre enfance. Genre les traumatismes d'école. Voilà. C'est le ton du professeur qui gronde, genre « pourquoi t'as pas fait tes devoirs ?» ou le parent fâché « pourquoi t'as cassé ce vase ?» Ah ouais, le fameux « pourquoi t'as fait ça ?» qui te fait te sentir minuscule. Dès que l'amygdale entend le mot « pourquoi », elle l'associe direct à un jugement moral.
La personne arrête instantanément de chercher une solution collaborative. Et elle passe en mode survie. Elle entre dans un mode de justification défensive. Elle commence à inventer des excuses juste pour protéger son ego et son intégrité. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour notre dispute de bureau? Parce que si je peux pas lui demander pourquoi il n'aime pas mon budget, je suis un peu coincé, non? On peut pas juste ignorer le problème. On n'ignore pas le problème, on le contourne sémantiquement. Ok, comment on fait? La technique, elle consiste à remplacer le pourquoi par quoi ou par comment. Quoi ou comment? D'accord. Au lieu de demander pourquoi tu dis que mes chiffres sont faux, on va formuler ça différemment. On va dire qu'est-ce qui, dans ce tableau, te semble inexact? Ou comment on pourrait ajuster ces données pour que ça reflète mieux la réalité. Je comprends la nuance sur le paquet, hein. Mais Mais pour être tout à fait honnête, et je suis sûr que beaucoup d'auditeurs se posent la même question, est-ce qu'une modification aussi minuscule, ça change vraiment quelque chose dans la vraie vie? c'est la même question au final, non? Bah oui, l'information finale qu'on demande, c'est exactement la même. L'information est la même, oui. Mais le vecteur émotionnel, il est diamétralement opposé. C'est toute la différence entre braquer un projecteur sur les défauts de la personne ou braquer le projecteur sur le problème posé sur la table. Ah ok, je commence à saisir. Le pourquoi, il lie le problème à l'identité de ton interlocuteur, alors que le quoi ou le comment, ça détache le problème de la personne. On objective le conflit. Donc au lieu de dire pourquoi tu as fait cette erreur, on dit qu'est-ce qui a causé cette erreur. Voilà, ce n'est plus toi contre moi, ça devient nous contre le fichier Excel. On oriente le cerveau de l'autre vers l'avenir, vers les faits, plutôt que vers le passé et la justification. C'est subtil, mais on sent bien comment ça désamorce complètement la sensation de procès. C'est brillant. C'est très efficace. Bon, on a fait la pause, on a évité le mot qui fâche, mais poser les bonnes questions avec les bons mots, ça suffit pas si on n'écoute pas la réponse en face. Ah, la fameuse écoute. Et soyons francs, dans la chaleur du moment, l'écoute, c'est souvent une vaste illusion. On se tait juste pour préparer notre prochain missile argumentatif. Et oui, ce que tu décris là, c'est un biais cognitif très classique. C'est la préparation mentale. On est tellement obnubilé par notre propre plaidoirie interne qu'on n'assimile rien de ce que l'autre raconte. On fait juste semblant d'écouter. Sauf que les sources de notre analyse le soulignent avec beaucoup d'insistance. Le besoin humain le plus fondamental dans un conflit, c'est pas d'avoir raison, c'est d'être compris. D'être entendu, ouais. Si ton collègue ne ressent pas viscéralement que tu as capté sa frustration, aucun de tes arguments logiques, aussi brillants soient-ils, ne franchira ces barrières. Donc juste faire oui-oui de la tête, ça suffit pas. Non. L'écoute active, c'est pas hocher la tête ou marmonner des distraits en regardant sa montre. Alors à quoi ça ressemble une vraie écoute active, selon cette méthode? Il s'agit de résumer et de valider les émotions de l'autre, à voix haute. À voix haute. Dans notre exemple, après qu'il ait expliqué son point de vue, il faut être capable de dire un truc du genre « Si je comprends bien, tu as l'impression que ce budget met ton propre département en difficulté. C'est bien ça ?» Ah, on lui renvoie le miroir de son émotion. C'est ça. Et l'objectif ultime de cette étape, la clé de voûte de toute la conversation en fait, c'est d'obtenir un véritable oui de sa part. Un oui qui confirme que tu l'as bien compris. Tu sais, j'adore cette idée, et ça me fait penser au fonctionnement d'un livreur. Ah, comment ça? C'est exactement comme recevoir un colis très important à la maison, tu vois. L'argument de notre collègue, sa colère, sa frustration, c'est ce gros colis qu'il essaye désespérément de nous livrer. C'est une excellente façon de le visualiser. Et que se passe-t-il avec ce colis? Avant de pouvoir l'ouvrir, et surtout avant de pouvoir aller chercher notre propre colis dans le garage pour lui donner en retour, Ouais, ton argument à toi. voilà, il y a une étape obligatoire en SUE. Il faut signer le putain de bon de livraison. Pardon, mais c'est exactement ça. Dire à l'autre « j'entends que t'es frustré par cette ligne du budget », c'est simplement signer le papier. Et signer, ça veut pas dire qu'on valide le contenu. Bah non, ça veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'il y a dans la boîte. Ça veut juste dire qu'on l'a bien réceptionné. Et tant qu'on signe pas ce bon, le livreur, il va continuer de sonner à la porte de plus en plus fort. Ding dong, ding dong. C'est tout à fait ça. La validation émotionnelle, c'est cette signature. Et une fois que la personne en face a dit ce grand oui, c'est exactement ça, l'attention retombe d'un cran massif. Le livreur est rassuré, il peut enfin se détendre. Et c'est seulement à cet instant très précis que la porte s'ouvre pour une véritable conversation où tu pourras, à ton tour, présenter ta perspective. C'est hyper lumineux. Mais bon, permets-moi de faire l'avocat du diable un instant. Je t'en prie. Tout ça, ça dresse le portrait d'un monde idéal, avec des gens super rationnels, hein. Oui, le monde des bisounours. C'est ça. Mais
la réalité, elle est parfois bien plus sombre. Si on imagine une situation face à une personne foncièrement toxique, Ça arrive, malheureusement. bah oui, quelqu'un qui dépasse complètement les bornes, qui nous manque de respect, qui hurle, rester silencieux 5 secondes, éviter de demander pourquoi et répéter ses émotions avec empathie. N'est-ce pas le meilleur moyen de se transformer en paillasson humain sur lequel cette personne va rouler avec un grand sourire? C'est une objection essentielle, franchement. Parce que la frontière entre l'empathie et la soumission aveugle, elle peut sembler très mince. Ouais, on veut pas se faire marcher dessus. Mais Fisher est très clair là-dessus, hein. Vouloir comprendre l'autre, ça ne signifie en aucun cas tolérer l'abus psychologique. L'empathie, elle doit absolument s'accompagner d'une capacité à fixer des limites de faire. Ok, et comment on fait ça en pratique? Comment on dit stop sans attaquer et relancer la guerre? La clé, c'est de poser ses limites sans rejeter le blâme de manière agressive. Au lieu de lancer une accusation directe du type « arrête de hurler, t'es hystérique », Ce qui relancerait la bataille directe. exactement, on recentre le discours sur soi et sur ses propres capacités de communication. On peut dire, d'une voix très posée, « Je tiens vraiment à entendre ce que tu as à dire sur ce budget, mais quand tu cries, je n'arrive plus à te comprendre. » Ah, on parle de notre incapacité à entendre, pas de son défaut à lui. Voilà, on énonce un fait indéniable. Et si la personne persiste dans son comportement agressif, on prend ce que l'auteur appelle la télécommande de la conversation. La télécommande. Oui, on met l'échange en pause unilatéralement, on annonce simplement « Écoute, nous sommes trop sous tension pour que ce soit constructif. Je propose qu'on reprenne cette discussion demain matin. » Et on quitte physiquement la pièce. Waouh! C'est puissant. Et ce n'est pas une fuite, c'est une vraie affirmation de contrôle. Et pour accompagner cette prise de contrôle, j'imagine que l'attitude corporelle, elle est hyper décisive, non? On peut pas dire une phrase aussi posée avec les poings serrés, la mâchoire crispée et les épaules aux oreilles. Exactement. Et c'est ici qu'intervient le grand secret des avocats concernant la gestion de l'espace non-verbal. Fisher utilise une analogie géniale. Le choix entre être un thermomètre et être un thermostat. Oh, un thermomètre et un thermostat. Explique-moi ça. Un thermomètre, par nature, c'est un objet passif. Ça se contente de réagir à son environnement. Si la température grimpe parce que quelqu'un hurle, le thermomètre y grimpe en flèche avec. Et donc, on se met à hurler en retour. C'est ça. À l'inverse, un thermostat, c'est actif. Ça définit et ça régule l'environnement. Si la chaleur monte brutalement dans la pièce, le thermostat, il s'active pour imposer le calme et ramener l'atmosphère à une température vivable. Imposer le calme, d'accord. Mais physiologiquement parlant, ça passe par quel mécanisme concret pour nous? Ça demande un vrai contrôle conscient de son corps. Maintenir une voix exceptionnellement basse et lente, même si les décibels explosent en face de toi. Parler doucement quand l'autre crie, c'est tellement dur. C'est dur, mais c'est redoutable. Il faut aussi relâcher consciemment ses épaules. Et tu sais, souvent, dans un conflit, on a le réflexe de se pencher en avant, d'envahir l'espace vital de l'autre. Ouais, pour s'imposer. Bah, il faut faire l'inverse. S'ancrer dans le sol, garder une certaine distance. Mais le détail le plus fascinant, vraiment, qui est révélé dans les sources, ça concerne nos mains. Nos mains. Il faut impérativement garder les paumes ouvertes et bien visibles. Les paumes ouvertes. Attends, c'est incroyable ça. C'est comme le geste universel pour dire « je suis désarmé ». C'est ça? Ouais. Et c'est bien plus profond qu'un simple symbole culturel en fait. C'est un piratage direct du cerveau reptilien de ton interlocuteur. Tu veux dire que ça remonte à la préhistoire tout ça? Totalement. Le cortex visuel humain, c'est le fruit de millions d'années d'évolution. Nos lointains ancêtres survivaient en étant capables de scanner instantanément les mains d'un inconnu. Pour voir s'il tenait une lance ou une pierre à la main. Bingo! Et ce mécanisme, il est toujours hyper actif aujourd'hui. Avant même de regarder ton visage ou de comprendre tes mots, le cerveau de l'adversaire scanne tes mains. C'est un réflexe de survie inconscient. Si elles sont cachées dans tes poches ou fermées en poing, l'amygdale d'en face, elle hurle au danger. Alerte rouge. Voilà. Mais si tes paumes sont ouvertes et détendues, tu envoies un message neurologique direct au système nerveux sympathique de l'autre qui dit « pas d'armes, pas de menace ». C'est fou. Son propre mécanisme de défense commence à se désactiver malgré lui. C'est vraiment stupéfiant de constater à quel point on est manipulé par notre propre câblage préhistorique, quoi. On reste des animaux au fond. C'est clair. Bon, alors, récapitulons notre vendredi après-midi. On a réussi notre pause de 5 secondes pour redémarrer l'ordinateur. Check. On a contourné les mots toxiques comme « pourquoi ». Check. On a signé le bon de livraison en écoutant activement et en disant quoi et comment. On a posé nos limites
Et on a joué le rôle du thermostat avec nos paumes bien ouvertes. Un vrai parcours de pro. La tension est enfin redescendue, on a trouvé un accord sur ce foutu tableau Excel, mais il reste la toute dernière étape. Comment on clôture un tel épisode sans laisser une vieille rancœur fantôme flotter dans l'open space pendant des semaines? La fin d'une dispute, c'est vraiment la phase la plus délicate. Parce que c'est le moment où notre ego, qui a été un peu blessé d'avoir dû faire tant d'efforts, tente souvent un dernier sursaut d'orgueil. Ouais, le petit truc mesquin à la fin. Fisher insiste énormément sur la maîtrise de l'art de s'excuser. Et il y a une règle d'or absolue pour ça. Laquelle? On s'excuse sans jamais, au grand jamais, utiliser le mot « mais Ah, le traître par excellence. Le fameux « je suis désolé, mais ». ». C'est le mot qui annule tout. Dire « je suis désolé d'avoir haussé le ton tout à l'heure, mais tu m'y as forcé avec tes remarques de mauvaise foi ». Ce n'est plus du tout une excuse, ça. Non, c'est simplement une nouvelle attaque enrobée de politesse. Le mot « mais », ça agit comme une gomme psychologique qui efface complètement la reconnaissance de l'erreur qu'on vient de faire juste avant. Ah ouais, l'autre m'entend que ce qui vient après le mais, en fait. Exactement. Pour véritablement réparer le tissu de la relation, il faut assumer sa part de responsabilité sans aucune condition. On dit simplement « Écoute, je suis désolé de m'être emporté et d'avoir haussé le ton. Et on s'arrête là. » On s'arrête là. Point final. Fisher rappelle un principe hiérarchique essentiel. La préservation des relations humaines doit toujours primer sur le soulagement temporaire de l'ego. C'est une éthique de communication vraiment noble, hein, mais il faut être lucide quand même. Appliquer toute cette méthode, depuis le silence de 5 secondes jusqu'à l'excuse sans condition, ça demande un niveau de maîtrise de soi digne d'un moine Shaolin ou d'un athlète de haut niveau. Hein. Et c'est exactement pour ça qu'il faut se montrer indulgent envers soi-même. On n'est pas des machines. C'est ici qu'il est bon de rappeler le principe de la neuroplasticité. La plasticité du cerveau, donc le fait qu'il s'adapte. C'est ça. Passer d'un mammifère purement réactif, esclave de sa peur de l'ours, à un individu capable de réguler l'espace émotionnel avec un tel contrôle, ça demande du temps et de la pratique. Faut s'entraîner, quoi. Les rechutes, elles sont inévitables. On va encore s'énerver. Mais chaque fois qu'on parvient à imposer ne serait-ce que cette micro-pause de 5 secondes, on forge une nouvelle autoroute neuronale dans notre cerveau. On muscle notre cortex préfrontal. Absolument. Exactement comme on le ferait avec un vrai muscle à la salle de sport. Tu sais, en fin de compte, quand on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui, on réalise un truc fou. L'adversaire final, c'est jamais vraiment l'autre personne. Non. C'est cet ego que nous cherchons désespérément à protéger à la moindre petite contrariété. Et ça nous pousse vers une réflexion un peu vertigineuse que j'aimerais partager avant de clôturer notre échange pour que tout le monde y réfléchisse. Je t'écoute. Lors de la prochaine étincelle, quand l'adrénaline montera pour une simple divergence d'opinion, prenons juste un instant pour nous poser cette question. On a pris l'habitude d'utiliser notre ego comme un bouclier impénétrable. Tu sais, une armure indispensable pour survivre aux attaques. Ouais. Mais, et si ce bouclier, c'était en réalité notre plus grande vulnérabilité? Et si c'était précisément cette armure protectrice qui, en nous isolant dans un besoin maladif d'avoir toujours raison, devenait l'arme sournoise qui détruit silencieusement toutes nos relations de l'intérieur? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. C'est sur cette pensée profonde que s'achève notre exploration d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse détaillée.